Je suis ravie de vous accueillir, que ce soit de manière distante ou de manière proche, pour ce colloque où j'ai invité Madame Aurélie Rosenberg et David Hichom qui vont nous parler de la gamification en santé numérique, avec notamment un exemple sur un outil qui s'appelle Trevor, qui est un chatbot au service des patients atteints de drépanocytose. Donc, Aurélie Rosenberg, on s'est connue ici à Lausanne. Elle est ingénieure en technologie de l'information pour la santé. Elle est diplômée de l'École polytechnique universitaire de Grenoble et titulaire d'un MBA en management de l'Université de Genève. Elle a 20 ans d'expérience dans le déploiement de projets complexes dans le domaine de la santé et du numérique. Elle est aussi membre du club suisse de la sécurité informatique, le CLUSIS. Elle possède également sa propre société de conseil stratégique à Lausanne qui s'appelle CIRMA. Et elle participe aussi, elle est responsable du projet Label Qualité de Vie au sein de la fondation d'Alain Mollet. Donc, je laisserai, si elle a le temps, en expliquer ce que c'est que cette fondation, parce que c'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Madame Rosenberg enseigne la stratégie digitale à la Fédération romande des entreprises à Genève et aussi la transformation digitale dans le domaine de la santé à l'UNIL. Voilà, je pense que déjà c'est une bonne approche. Et puis Monsieur David Hichom, il est titulaire d'un bachelor en informatique de gestion obtenu à la Haute École de gestion de Genève. Et il a aussi un master en informatique médicale de l'Institut Karolinska en Suède. Passionné de santé digitale lui aussi, comme nous, mais aussi pour la santé globale et la santé communautaire. Donc, avec une volonté de développer des projets au service de la population en santé. Monsieur Hichom effectue effectue un doctorat en santé globale à l'Université de Genève. C'est fini? C'était en septembre dernier, donc a fini son doctorat à l'Université de Genève. Sur quel sujet d'ailleurs? Sur Trevor. Voilà. Et puis donc actuellement, vous pouvez travailler à la fois avec une double casquette en sciences biomédicales et en sciences informatiques. Donc, particulièrement intéressé par la création d'outils capables d'assister les patients atteints de maladies chroniques et donc aussi d'informer et d'améliorer la prise en charge des patients dans la communauté. Donc, je vous laisse tous les deux prendre la parole. C'est Aurélie Rosenberg qui va commencer à vous parler d'abord de ce que c'est que la gamification en santé et avec une approche toute nouvelle, enfin toute récente, mais toute très à jour, puisque voilà, qui vient de finir une review toute récente. Voilà. Merci pour votre participation. Merci beaucoup de me laisser la parole. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter effectivement un peu une introduction sur la santé numérique. Et puis ensuite, pour que ça soit vraiment très pratique, pour aujourd'hui, ce que j'ai préparé, c'est vraiment une review des dernières publications du Congrès international des technologies en lien avec la persuasion, qui date du 29 mars dernier. Donc là, vous aurez vraiment les dernières publications. J'ai fait un extrait des projets intéressants. Donc le contexte post-Covid, enfin, je pense que c'était important aussi de faire cette présentation dans le cadre du post-Covid. Enfin, si on peut dire qu'on est en post-Covid, on espère en tout cas. Les crises, qu'on peut dire, c'est quand même que les crises, elles vont se multiplier. La crise du Covid, en tout cas, elle a engendré une plus forte digitalisation de l'industrie et du système de santé, et qu'on n'est pas à la dernière crise, donc on va être dans un contexte de crise qui va s'enchaîner et dans lequel certainement le digital aura une part à jouer. Il y a aussi une crise du système de santé, ça c'est important de le dire, avec des organisations qui sont plus forcément adaptées, avec une perte de sens. Je pense que la crise qu'elle a relevée aussi en Suisse, c'est un retard en matière du numérique important, avec un manque de compétences dans la digitalisation. Alors vous qui appréciez la digitalisation qui est en ligne, sachez que vous n'avez pas fini notre travail.
il y a en fait sur une année en Suisse 500 000 postes recherchés dans les technologies de l'information. Il y a un vrai manque de compétences sur le marché. Il y a bien sûr un accroissement d'utilisation du numérique. Et puis l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça. Aujourd'hui, de manière générale, comme on l'a vu, il y a une augmentation de tout ce qui est e-commerce, une augmentation d'utilisation des réseaux sociaux. Il y a tout change en fait dans la relation avec le patient et parfois le patient va plus vite que les organisations qui sont des organisations étatiques et qui font des soins. C'est-à-dire que là, vous pouvez le constater, les patients vont chercher de l'information sur Internet. Il y a de multiples applications en santé. Aujourd'hui, pour la santé digitale, il y a 350 000 applications qui sont disponibles sur le marché. Sur l'année 2020, c'est 90 000 applications qui ont été mises sur le marché sur le digital. Donc, je dirais aussi en matière d'organismes de santé publique, en tout cas qui dispensent des soins et aussi qui a une mission de santé publique, c'est de dire mais comment on pourrait orienter le patient dans cette jungle d'applications et faire des applications qui sont utiles peut-être en réinventant en partie, en tout cas, la relation de soins. Parce que quelque part, toutes ces applications, toutes ces nouvelles technologies, elles doivent aider à faire du lien et à transformer un petit peu la relation de soins. Donc, le métier, en tout cas, des soignants et des médecins, il y a un changement, en fait, du métier qu'on peut observer avec un métier qui se complexifie énormément parce que vous n'êtes plus juste à faire des soins, mais aussi à dresser ou à expliquer un certain nombre d'informations que le patient a certainement vu lui-même sur Internet par rapport à sa pathologie. Je dirais, pour les aspects de transformation, l'immobilisme, c'est plus une option actuellement. C'est-à-dire que pour que ça soit pour l'industrie ou les pouvoirs publics, c'est absolument nécessaire pour pouvoir, je dirais, appréhender le monde d'aujourd'hui. Et puis, comme je le disais, en santé, le digital et les données changent le monde. Et les organisations aujourd'hui peinent un petit peu à s'adapter. Donc ça, c'est un petit peu sur le contexte. Vous pouvez voir ce rapport, moi j'ai trouvé excellent, sur Grow Up in Digital World de lancer un Financial Times Commission. Vous regarderez sur Internet, ça donne un petit peu des perspectives de comment les gouvernements devraient s'organiser autour du digital et de la santé dans les années à venir. Il est assez bien fait. Toujours pour rester dans l'ère un petit peu post-Covid, il y a un certain nombre d'applications ou d'utilisation digitale qui ont fait un bond en avant avec le Covid. Que ce soit sur la partie télémédecine, on n'aurait jamais pensé pouvoir autant interagir à distance avec les patients. Tout ce qui est point de diagnostic, l'éducation aussi des patients, où il y a beaucoup d'applications qui sont développées en lien avec aussi tout ce qui est gestion du stress. On verra, c'est un grand facteur de développement économique des entreprises en digital et la santé actuellement. Tout le management par soi-même de la santé, tous les devices qui sont aussi en train de se développer, et bien sûr l'analyse des données enregistrées dans les dossiers patients. Voilà, donc on sait, vous le savez mieux que moi encore, bien sûr la santé numérique, c'est complexe, parce que la santé, c'est un domaine complexe. Donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de raison que la santé numérique, ça soit moins complexe que le domaine de la santé. Il y a le patient au centre, et puis il y a à la fois des valeurs où, bien sûr, pour le patient, sa santé n'a pas de prix, mais a un coût pour les institutions. Donc c'est vraiment toute cette mise en balance qui est toujours difficile à manager. Maintenant, ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est que la santé digitale et la culture en santé digitale, c'est vraiment un déterminant de la santé. Donc ça, maintenant, c'est prouvé. C'est-à-dire que c'est plus du gadget, mais on s'est prouvé dans la littérature. Et ça, je dirais, c'est assez nouveau. Il y a peut-être 10 ans, on disait, mais à quoi ça sert, toute cette digitalisation dans le domaine de la santé? Combien ça coûte? Et maintenant, on commence à avoir des preuves. Donc, ça veut dire que toutes ces applications, tous ces investissements dans la santé digitale, ils vont avoir beaucoup plus d'écho et ça sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans les prochaines années. Pour les types d'industries, alors qui drive le business du digital dans la santé? Ce sont beaucoup les startups. On l'a même vu dans le Covid. Dans la gestion du Covid, ça a été surtout des startups qui ont mis en place de l'agenda partagé, de la télémédecine, etc.
On aurait pu penser que c'était les compagnies pharmaceutiques, finalement, avec leurs moyens, avec l'ordonnance électronique, etc., que ça va être beaucoup plus boosté. Et ben non, ce sont vraiment les startups. Donc, ça veut dire que ça va vite et que pour des organisations publiques, c'est encore beaucoup plus important d'être à la page, de se renseigner sur ce qui est nouveau et de pouvoir innover. Ensuite, qu'est-ce qui va guider en fait une transformation digitale réussie sur les thérapies? On voit que le premier domaine qui est en plein essor, c'est tout ce qui est santé mentale. Donc, il y a beaucoup d'applications et aussi beaucoup je dirais, de retour sur investissement pour les entreprises quand elles développent ce type d'application. Deuxième, cardiologie. Tout ce qui est métabolique, endocrino, oncologie, respiration, santé des femmes, etc. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de si vous devez concentrer sur de nouveaux projets, où est-ce que c'est intéressant de le mettre aussi en matière de santé publique. Voilà, donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi énormément d'objets connectés qui se développent. Il y a la réglementation qui va être de plus en plus stricte en Europe maintenant sur ces objets connectés. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que parfois, il y a quand même une méconnaissance des acteurs locaux de l'innovation par les prestataires de soins. Mais en fait, en Romandie, vous avez vraiment des bassins de chercheurs, des endroits, en fait, des instituts de recherche, des universités comme l'Université de Genève, les Microcities à Neuchâtel, vous avez SIARC en Valais, où vous avez vraiment des profils techniques et qui connaissent aussi tous les mécanismes de financement pour pouvoir monter des projets de recherche en lien avec le digital. Mais on n'a pas besoin d'aller outre-Atlantique typiquement pour avoir ces profils et développer des projets intéressants en matière d'innovation digitale. Concernant les technologies persuasives, qu'est-ce que c'est en fait? La technologie persuasive, donc là je vous ai mis la définition, c'est un domaine de recherche interdisciplinaire axé sur la conception, le développement et l'évaluation de technologies interactives visant à modifier les attitudes ou les comportements des gens par la persuasion, mais non par la coercition ou la tromperie. Donc c'est ça en fait, c'est utiliser les technologies pour pouvoir changer le comportement. Donc on est un petit peu à la frontière entre la technique et la psychologie. Ça, c'est la source de cette définition. Elle est vraiment... Moi, je vous recommande, si vous voulez avoir tout le bouquin avec les dernières publications, c'est Persuasive Technology, 17e conférence internationale qui vient juste de sortir. Donc là, je vais vous présenter certains papiers issus de ce bouquin qui vient de sortir sur les technologies persuasives au service de Serious Game, donc le jeu par l'apprentissage par le jeu. On peut voir qu'il y a beaucoup de ces serious games qui utilisent les technologies digitales et la persuasion quand même en Europe. L'Europe est bien en avance sur ces aspects. Donc, les 10 articles que j'ai sortis, déjà les aspects réglementaires, de savoir dans quel contexte ça s'inscrit. Je vais vous présenter un serious game permettant de diminuer le stress chez les étudiants universitaires. Donc, c'est vraiment pour donner des idées ce matin sur ce que vous pourriez faire, pourquoi pas à Unisanté. Les techniques de persuasion pour aider les joueurs. Il y avait aussi un article dessus. Ensuite, il y avait un serious game permettant d'améliorer la conscience de la respiration à l'effort. À quoi ça sert. Et puis aussi les aspects éthiques avec la persuasion, parce qu'il ne faut pas confondre persuasion et manipulation, c'est important. Aussi tout ce qui est changement de comportement, et puis la cybersécurité, et puis aussi un serious game pour, cette fois, des soignants, des médecins pour améliorer l'apprentissage de lecture des ECG. Première chose, réglementation des dispositifs médicaux. Alors, il faut savoir qu'en 2024, en fait, tous les dispositifs médicaux sur le marché en Europe devront être certifiés. Et cette certification inclut tout ce qui est les technologies de persuasion. Donc ça, c'est nouveau. Ça veut dire que des applications qui auraient pour vocation d'être déployées au niveau européen et qui sont pensées aujourd'hui doivent être pensées au regard de la certification qui sera à venir. Donc c'est pas mal parce que ça encadre aussi les techniques utilisées à la fois
technique digitale, mais à la fois technique de persuasion dans le cadre de ces applications. Donc là, il y a à peu près 2024, 2025, parce qu'on sait toujours qu'il y a un petit peu de délai, tant que les certifications soient obligatoires. Donc ça vous fait voilà, 3 ans pour réfléchir à une certification. Donc le premier exemple que je voulais présenter, c'est l'université d'Halifax au Canada. Il y a une application qui s'appelle SortOut et c'est une application mobile persuasive de gestion du stress pour les étudiants de l'enseignement supérieur. Donc apparemment, ce qui est identifié, c'est quand on est organisé, on gère mieux son stress. Donc c'est une application qui aide les étudiants à s'organiser. Donc là, en fait, ils ont implémenté ces 7 matrices entre définir ce qui est important, urgent, ce que je dois faire, ce que je dois déléguer, ce que je dois éliminer. Et en fait, les étudiants, ça les aide à s'organiser par rapport à cette matrice. Ensuite, ils peuvent bien sûr paramétrer des objectifs personnels. Ils ont des récompenses s'ils sont mieux organisés. Ils peuvent visualiser leur progrès grâce à du monitoring. Ils sont connectés à une communauté qui gère son stress vers cette application. Ils ont des rappels jour. Puis ils ont fait en fait un premier retour. Et puis, ce qui ressort des résultats, c'est que l'application est motivante, utile et facile à utiliser. Et puis, bien sûr, là, c'est leur cerveau, en gros. C'est toujours un peu ludique, hein, les cerveaux game, et puis il y a des fleurs qui poussent, en fait, en fonction de l'atteinte de leurs objectifs. Et puis, s'ils ont amélioré la partie fer, c'est des fleurs oranges. Si c'est éliminé, c'est des petites fleurs pédilles, déléguées, etc., en fonction du type de tâche et de comment ils ont amélioré leur organisation. Si vous voulez plus d'infos, je pourrais vous en donner, bien sûr. Ça peut être un premier cas d'utilisation. Ensuite, la deuxième application, là, typiquement, c'est pour permettre à des joueurs d'avoir un jeu responsable. Alors, je ne savais pas que ça existait, hein, honnêtement. Mais c'est typiquement pour les joueurs problématiques qui sont dépendants au jeu, où là, l'application, elle va pouvoir, quand ils jouent en ligne, pouvoir récupérer des données en temps réel et leur donner et interagir selon différents éléments avec eux. Et elle va pouvoir leur donner des informations d'éducation, des informations personnelles sur eux, et elle va pouvoir les comparer à d'autres joueurs. Elle va pouvoir limiter le temps de jeu, limiter l'argent dépensé, produire des conseils, donner un peu des feedbacks, ce genre de choses. Et ça a été testé, donc c'est développé par une université au Royaume-Uni, et puis ça a été testé avec des anciens joueurs problématiques pour voir si ça avait un impact sur eux. Parce que en fait, ils sont pris dans leur jeu, et ils ne se rendent plus compte du temps, ni de l'argent qu'ils dépensent, ni s'ils gagnent ou s'ils perdent. Et l'innovation, c'est plutôt dans la récupération ici de données en temps réel de jeu. Donc, le résultat il est positif sur les questionnaires de satisfaction et par rapport au comportement de l'étude des comportements des anciens joueurs. Il y a eu aussi dans cette dernière conférence des technologies persuasives un papier sur techniques de persuasion et manipulation. Donc là, c'est le risque en fait d'utiliser des technologies persuasives, c'est comment on est sûr qu'on ne manipule pas en fait les gens qui les utilisent. Et puis, il y a une prise de position. Donc ça a été fait par les universités italiennes et du Luxembourg au sujet des robots humanoïdes. Donc, de dire, en fait, les robots humanoïdes doivent rester des objets. Et puis, qu'il est nécessaire d'avoir un cadre juridique. Donc, c'est ce qu'est en train de faire l'Europe au sujet de l'intelligence artificielle et des robots humanoïdes pour justement protéger la dignité humaine dans l'utilisation de ces technologies persuasives. Parce que les personnes pourraient s'attacher à ces robots, finalement. Si elles interagissent au niveau comportemental de manière adéquate avec ces robots, ça c'est le risque parce que ça reste des objets. Donc, voilà. Ça, c'est en train d'être encadré au niveau européen. Je crois que la première réglementation, elle sort cette année en mai. Et puis, il y a une réflexion, notamment avec la fondation d'Ale Mollet, dans laquelle je fais partie en Suisse,
où là, on est en train de développer non pas une hard law, donc c'est-à-dire un règlement par la loi, mais une soft law, c'est-à-dire un règlement par les usages, où l'entreprise pourra mettre un petit connecteur d'intelligence artificielle, c'est un projet de recherche que nous lançons, pour vérifier par elle-même si elle utilise de manière éthique les données. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit peu le cadre éthique. Je continue, hein. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais voilà, comme ça, vous avez un maximum d'informations. Là, c'est un quatrième exemple, c'est sur la respiration, donc dans le domaine de médecine sportive, et en sachant que la respiration, ça influence fondamentalement notre système voilà, psychologique et physiologique. Et puis, ça a un effet, ça permet bien sûr la relaxation, la pleine conscience, et puis ça diminue la charge perçue au moment de l'effort. Donc là, c'est typiquement quelqu'un qui est sur un tapis roulant, et puis avec cette espèce de serpent, en fait, il arrive à prendre conscience de sa respiration et suivre en fait au maximum ce qui est prédictif par rapport à sa respiration pour avoir quelque chose où ben, il contrôle sa respiration, il en a conscience et il gère sa respiration en fonction de l'effort produit. Donc ça, c'est le résultat, c'est que ça a pu améliorer, ça a pu montrer l'amélioration de la conscience de la respiration durant l'effort. Un autre serious game, là, c'est pour prendre ça pour effet d'avoir un impact sur le comportement des gens, où en fait, ce qui a été testé, en fait, c'est un bureau d'un étudiant ici normal, le bureau virtualisé. Et en fait, une fois que la personne elle est dans la pièce et elle bouge, il y a une visualisation des endroits où elle peut potentiellement contaminer une pièce avec par contact, en fait. Et parce qu'en fait, cette application, elle a été réalisée en disant, mais finalement, elle a été réalisée pendant le Covid, en disant, mais finalement, toutes ces vidéos qu'on passe, est-ce que ça a vraiment un impact d'avoir des vidéos, attention, la main, etc. Donc là, ils ont pris les pièces, ils ont simulé, en fait, les contaminations par contact. Ils ont fait le test, en fait, d'étudiants qui rentraient dans la pièce sans avoir vu la vidéo où il y a les traces de contamination potentielle, et les étudiants qui rentraient dans la pièce en ayant vu la vidéo où est-ce qu'il y a les traces de contact. Et en fait, les résultats de cette étude montrent que quand les étudiants voient les traces de contact potentiels avant de rentrer dans la pièce, ils changent leur comportement à l'intérieur de la pièce. Donc potentiellement, ils sont beaucoup plus vigilants à ne pas contaminer la pièce, etc. Et puis les prochaines évolutions de cette application, c'est qu'ils vont simuler aussi les aérosols en distinguant la contamination avec et sans masque. Donc là, on peut voir qu'en visualisant une pièce où est-ce qu'il y a des points potentiels de contamination, et ben, ça peut changer le comportement. Ici, c'est encore un autre exemple, aussi par une université canadienne, où ils ont fait le constat que la plupart des utilisateurs ne sont pas sensibilisés à la sécurité des smartphones. Et ils ont fait un jeu comme un petit peu Mario Bros, avec un troll qui perd ses données et que le super-héros doit récupérer les données, diminuer les problèmes de sécurité de smartphone. Donc les principes qui sont utilisés, c'est la simulation. Donc les joueurs perdent des vies s'ils répondent faux à des questions, par exemple. Il y a la suggestion, il y a des conseils de sécurité en lien avec les smartphones, il y a la reconnaissance, c'est-à-dire que plus on répond bien et plus on répare les problèmes de sécurité, plus on a des badges. Il y a l'autocontrôle, donc il y a des scores qui sont visibles par les joueurs, et puis on peut avoir des récompenses si on répond correctement à une série de questions. Le jeu contient aussi des embranchements, donc ça permet à l'utilisateur d'explorer par différents chemins le jeu. Il y a une prédiction, le jeu offre des vies en plus aux joueurs qui accèdent à des zones cachées, et puis il y a des zones de sécurité où le joueur il peut se poser à un endroit puis réfléchir à où est-ce que je vais au prochain endroit. Et ça, en fait, le résultat, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce résultat, c'est de dire que qu'ils ont fait une étude quand même des sentiments qui ont été
recueillis par les joueurs qui ont joué. Donc, c'était l'humour et puis la nostalgie, parce que Mario, si on n'a pas tout joué, on y a presque tous joué. Et puis, ça a permis, du coup, quand les utilisateurs étaient dans une situation avec un problème de sécurité, c'était quand ils étaient confrontés à des menaces, c'est qu'ils ils ont appliqué les conseils de sécurité qu'ils avaient appris dans le jeu. Donc là, je trouvais qu'ils avaient été assez loin dans l'analyse avec un retour que je trouve très intéressant. Sur cet exemple ici, c'est pour améliorer l'apprentissage pour des médecins au niveau de la lecture des ECG. Apparemment, il y a beaucoup de types de formes de CG et parfois, il y a tout ce qui est arythmie, etc., ne sont pas forcément bien détectés. Donc, comme au niveau mondial, il y a beaucoup de données de CG qui sont disponibles, là, l'idée, c'était vraiment, grâce à des lunettes 3D avec un balayage oculaire, si quelqu'un regarde un ECG, de pouvoir lui mettre des points d'attention lors de la lecture, en disant là, il y a ce point-là, etc. Donc, de l'aider à mieux lire un ECG. Ça, c'est un projet où il n'y a pas encore de résultat, mais qui est en cours de développement. Ça peut être aussi pour l'apprentissage, pas pour les soldats. Voilà ce que je voulais vous dire à peu près. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à David. Alors, nous, en fait, ce que je fais avec mon entreprise, c'est qu'on vous accompagne en fait, à qualifier ce type de projet typiquement d'innovation. Je réalise aussi des sérieusités en cybersécurité, donc ça, si ça vous intéresse. Et puis, comme c'est toujours difficile à démarrer en fait ce type de projet, parce qu'on a souvent plein d'idées, mais c'est pas facile de passer de l'idée à quelque chose qui fonctionne. C'est pour ça que moi, je vous ai proposé aujourd'hui de voir le projet Trevor au HUG en collaboration avec l'Université de Genève, parce que quelque part, cette plateforme qui est utilisée par Trevor pourrait très bien être réplicable à un autre projet, à un autre cas d'utilisation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à David. Ok, bon, oui, en effet, ce projet Trevor est dérivé de ma thèse de doctorat où l'idée était d'essayer de comprendre comment on pouvait utiliser les technologies d'information en général pour faire de la prévention de maladies et du soutien aux patients qui ont des maladies plutôt négligées. Donc, le focus était sur la prévention. Sinon, je fais plein de choses et, dans le domaine de la santé numérique. En particulier, maintenant, toutes ces questions liées aux sciences ouvertes et à la recherche participative, en utilisant tout ce qu'on peut et qu'on a actuellement pour y arriver. Pas mal de travail aussi dans les aspects d'interopérabilité, c'est-à-dire d'échange de données de santé, qu'on puisse avoir une intelligibilité parmi toutes ces informations que l'on génère, et plein de projets dans le domaine, mais en particulier aujourd'hui celui des HUG qui est très lourd. Alors pourquoi ce projet? Principalement parce que on sait qu'on a beaucoup d'inégalités en matière de santé, mais on sait aussi que c'est pas du tout une fatalité. Sauf qu'avec des actions concrètes et directes, on peut vraiment résoudre des problèmes que l'on a, c'est-à-dire en faisant vraiment attention aux patients à la fin, à nous servir de sentinelle pour s'assurer que ce qu'on va faire, donc les interventions qu'on va faire, sont efficaces. Et donc, comme vous savez, la santé numérique est aussi promue par la Confédération. Et comme Aurélie l'a montré, il y a maintenant une bulle qui est en train d'augmenter. Aurélie a aussi parlé de ces technologies qu'on appelle thérapie digitale. Bon, en somme, ce sont différents outils que l'on peut créer, donc numériques, mais qui sont validés comme thérapie. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, les prescrire comme un médicament. Et là aussi, il y en a de plus en plus. Et moi, je vais plutôt dans la direction de ce qu'on appelle les digital twins, en anglais, les jumeaux numériques, qui sont en gros une copie digitale de nous-mêmes, mais aussi de notre environnement, afin de simuler, d'une part, des interactions entre nous, notre environnement, notre corps, etc. Et
Et pourquoi? Pour essayer de mieux comprendre l'interaction. Sinon, bah, il y a beaucoup de choses qui se passent en effet, mais il y a aussi plein de problèmes qui nous limitent vers un meilleur avancement, en particulier les aspects liés à l'interopérabilité des données. Pourquoi? Parce que beaucoup, pour en citer la plupart, en fait, la plupart des systèmes développés sont faits en silo. Donc, chacun va vouloir créer une application, par exemple. Comme Aurélie l'a dit, il y en a presque 100 000 par année. Mais ces données ces applications vont générer des données qui ne sont pas du tout standardisées. Donc, elles restent en silo, principalement beaucoup pour des raisons de propriété intellectuelle aussi. En fait, on sait que les données sont quand même une certaine valeur, mais c'est problématique. Sinon, on a aussi un gros défi lié surtout à l'engagement, en fait, à l'engagement des patients et des utilisateurs en général envers ces nouvelles technologies. Pour prendre la raison aussi, par exemple, un manque de recherche sur l'efficacité réelle des outils que l'on fait, aussi des manquements au niveau de l'expérience utilisateur, par exemple des interfaces qui ne sont pas forcément utilisables ou drôles à utiliser, des aspects liés à l'accessibilité. Tout le monde n'a pas accès à un smartphone puissant, tout le monde n'a pas accès à des smartwatches. Donc, il faut aussi faire attention à ces aspects. Et on remarque quand même une tendance à utiliser des approches plutôt top-down lors du développement et du design d'intervention de santé numérique, ce qui a tendance aussi ensuite à augmenter la probabilité que les développements effectués soient en inadéquation avec les besoins des personnes concrètes. En particulier, un manque niveau personnalisation. Par exemple, un exemple concret, ce genre d'outils numériques, des montres connectées, vont collecter des informations, par exemple, de type saturation d'oxygène ou ECG ou autres données, mais ils ne sont pas du tout adaptés aux peaux sombres et ça met de côté une bonne partie de la population, par exemple. Mais c'est pareil au niveau caméra, beaucoup d'aspects en fait auxquels on ne pense pas forcément. C'est pareil pour la santé des femmes, beaucoup de choses on va juste penser en fait, à des particularités qui changent tout, qui sont hyper importantes pour les personnes, pour les utilisateurs. Ensuite, niveau coût, en général, en particulier la charge cognitive que peut demander l'utilisation d'une application, en plus de la charge liée par exemple à l'autogestion pour les personnes qui ont une maladie chronique. Ça peut être une charge en plus qui serait un frein à l'adoption de ces outils. Sinon, des aspects liés à la sécurité des données, bien sûr, à la confidentialité qui sont maintenant bien connus. Et je pense quand même important, des aspects liés à la durabilité, où on oublie, en fait, on oublie beaucoup que, par exemple, faire un algorithme d'intelligence artificielle, c'est un énorme coût, en fait. Donc, derrière, c'est des centres de données qui doivent répliquer des données, qui doivent fonctionner en continu, et qui demandent aussi eux-mêmes d'aller récupérer des matériaux concrets pour pouvoir construire des serveurs. Et on a en quelque sorte un sac à dos numérique derrière écologique, pardon, derrière chaque application. Donc aussi des aspects à prendre en compte pour ne pas encore plus augmenter les inégalités au final, in fine. Voilà pour l'introduction. Donc, il y avait un peu le contexte général et j'ai pris la drépanocytose pour plusieurs raisons. Déjà parce que je la connais par cœur en ayant moi-même cette maladie, mais en plus parce que elle va toucher des populations qui sont particulièrement sensibles aux inégalités, des populations fragilisées à un niveau socio-économique affaibli. Et c'est une maladie qui est génétique, et chronique, et complexe, et tropicale, qui est affectée plutôt, comment dire. Donc plusieurs aspects hyper complexes vont affecter cette maladie, par exemple l'environnement, ça peut être la météo, les comportements de vie vont avoir un gros aspect. Et donc c'est vraiment un prototype idéal pour essayer de voir comment on peut créer des outils qui marchent vraiment, qui ne vont pas en fait, in fine,
causer plus de problèmes. Donc, rapidement, je ne sais pas à quel point vous connaissez cette maladie, pas tellement. Non, alors, un peu plus de détails, c'est une maladie du sang, une mutation de l'hémoglobine qui conduit à une malformation des globules rouges qui prennent cette forme de fossile dans les cas où, par exemple, notre corps, ou notre mental d'ailleurs aussi, va subir un stress particulier. Stress particulier, ça peut être fatigue, ça peut être le stress, ça peut être une mauvaise hygiène de vie, ça peut être par exemple une acidose, parce qu'on a peut-être trop de sucre. Il y a beaucoup de choses en fait, qui vont impacter ça. Mais en plus, il y a un aspect chronique et mécanique qui fait que la nature même des globules rouges fait qu'ils vont s'autodétruire, donc créer plein de plaquettes, fuite dans le fond, et en plus ils ont une nature particulièrement collante, donc adhésive. Donc avec tout ça, ça fait que et on a une anémie chronique et on a des globules rouges qui se bloquent partout. Et en conséquence, ça fait des dommages dans les organes littéralement partout, vu que c'est une maladie du sang. Donc la plupart des dommages sont dans ce qu'on appelle le périoste, c'est-à-dire la paroi osseuse, pardon, la paroi, la peau, donc la peau qui est autour des os. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les plus petits capillaires. Donc ça va faire quoi? Des grosses douleurs d'une part, plus ou moins difficiles à prédire, et des dommages d'organes qui peuvent aller en cascade, suivant où ça va. Donc, ce qui est hyper intéressant, en fait, parce que cette maladie, en fait, elle est apparue plus ou moins en même temps, il y a environ 7000 ans, dans différentes parties du monde, dans les parties qui étaient proches des moustiques qui avaient la malaria. En fait, c'est une mutation qui a aussi pour force d'empêcher le parasite du malaria d'entrer dans les globules rouges. Donc, ça confère aux personnes qui ont cette maladie une survie plus longue. Mais par ailleurs, il y a aussi des problèmes qui peuvent apparaître. Et donc, cette maladie, on va la retrouver plutôt dans ces parties du monde, donc Méditerranée, Inde, Afrique, un peu partout, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et c'est une maladie qui est quand même très répandue, c'est-à-dire à peu près 100 millions de personnes qui sont affectées, mais la plupart vont mourir très jeunes. Mais par très jeunes, j'entends la plupart meurent avant l'âge de 5 ans. Faute de soins adéquats, et les soins adéquats, c'est en particulier une prévention des infections, parce qu'on sait que les infections sont un gros facteur déclenchant de ces occlusions des capillaires. Et faute de vaccins, par exemple, ou faute d'accès à l'eau potable, ça élargue la population énormément. Et on n'a pas beaucoup de données par ça précises, malheureusement, mais on sait en tout cas dans les pays à plus haut revenu que la qualité de vie, que l'espérance de vie ajustée à la qualité de vie est réduite de près de moitié par rapport à la population normale. Ce qui est quand même un problème assez gros de santé publique. Sinon, les survivants ont généralement un faible niveau d'éducation, bien sûr, coûtent beaucoup à la société parce qu'il y a un gros manque d'accès à leur propre santé. Il y a peu, et c'est important, il y a peu de personnes, de personnel soignant qui connaît cette problématique, qui est quand même, vous voyez, assez complexe. Et donc, les personnes affectées tendent à être laissées pour compte et devoir gérer leur maladie tout seul. Et c'est littéralement ce qui se passe. La plupart du temps, les personnes qui ont cette maladie vont apprendre à s'autogérer. Si elles survivent, il y a beaucoup d'essais par ici entre 14 et 18 ans, qui est la période de transition pédiatrie adulte, où les patients sortent du système de santé. Et ceux qui survivent arrivent, certains en tout cas, arrivent à bien prévenir les différents facteurs de risque, à apprendre à s'autocontrôler, à avoir une bonne maîtrise mentale, parce que c'est une maladie qui a une charge assez élevée sur le mental. Ils sont obligés en fait, d'apprendre à avoir un mode de vie qui soit sain, à faire face en fait, à la maladie. En somme, le mot-clé, ce serait les personnes qui ont cette maladie doivent, si elles veulent survivre, avoir une forte résilience face aux différents types d'adversité, y compris bien sûr pouvoir aller voir les quelques soignants qui sont capables de gérer cette maladie.
vraiment pas beaucoup en Europe. Et d'autre part, c'est aussi une maladie qui est particulièrement, qui a été particulièrement, de moins en moins, malheureusement, stigmatisée à plusieurs niveaux. Au niveau de la recherche, il y a très peu de financement, malgré l'impact et la charge sur la santé mondiale. Très peu de fonds, notamment, et les personnes affectées ont souvent une forte réticence, en fait, à cause à cause d'un vécu de stigma qui va sur plusieurs niveaux, des discriminations qui vont sur plusieurs niveaux, au niveau sociétal, culturel, mais aussi au niveau institutionnel. Les personnes ont beaucoup de mal et des réticences à vouloir prendre part à des activités de recherche. Donc, ça augmente encore la barrière vers la création de nouvelles thérapies, par exemple. Et par conséquent, j'ai pris une approche un peu inversée, où en renversant ce paradigme de recherche où on va vraiment top-down vers le bas, c'est l'inverse, où l'idée c'est de recréer des communautés de patients, des personnes affectées, aussi des proches aidants, qui vont faire quoi? Qui vont aller chercher et trouver quels sont leurs problèmes et besoins importants, premièrement, et ensuite trouver avec tous les experts capables de les aider à développer des solutions à leurs problèmes importants et négligés. Donc, on parle vraiment des besoins concrets des gens qui sont conscients en fait de toutes les disparités auxquelles ils font face et de tous leurs besoins spécifiques et précis. Par exemple, avoir une immunité qui fonctionne, par exemple. Mais c'est assez intéressant qu'on approche, parce qu'on permet vraiment, ça permet vraiment d'être cohérent en fait, de gagner en cohérence, si vous voulez. Et donc, bref, ce qu'on a fait rapidement, c'est qu'on a utilisé ces techniques justement de recherche dans le domaine des technologies persuasives pour notamment essayer de comprendre l'environnement des personnes affectées, donc leur monde de vie et leurs contraintes de vie, et à partir de là, essayer de voir quels outils, par exemple, dans le milieu de la gamification, pourraient motiver ces personnes-là à déjà contribuer à la recherche, mais ensuite utiliser des outils qu'ils vont créer pour s'auto-aider, pour s'entraider, sans que ça leur ajoute une charge supplémentaire, que ce soit le plus transparent possible. Et ça, c'était évidemment une demande assez intéressante. Et donc, pour faire tout ça, on a utilisé qu'on appelle, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est la Behavior Action Wheel, qui est une méthodologie de design pour les interventions de santé et qui permet de plus facilement comprendre les freins, les barrières, mais aussi les opportunités intéressantes et utiles pour créer des interventions efficaces. Ça peut être par exemple, physical opportunity ici, c'est par exemple ce qu'il y a autour de l'environnement du patient qui peut l'aider à, par exemple, avoir accès à des médicaments, par exemple. En fonction de ça, on va aller, on va prendre ça en compte lors de la création d'un, par exemple. Ça peut aussi être au niveau plus politique, au niveau familial, etc. C'est un framework qui est vraiment assez complet, qui prend en compte tous les aspects, pas tous, en tout cas, la plupart des aspects vraiment importants qui vont nous permettre d'arriver à des solutions qui soient vraiment alignées avec les besoins et le contexte. Donc ensuite, en utilisant ce modèle, on a demandé aux patients quelles données ils souhaiteraient partager, par exemple. Et on a par exemple, je sais pas, on a par exemple un fort désir de collecter des informations qui seraient capables de détecter et de prévenir les symptômes et complications. Ça peut être tout, littéralement, mais il y a quand même quelques données principalement qui peuvent être utiles pour ça, soit des données cliniques type saturation d'oxygène, diverses traces en fait, numériques qu'on peut récupérer et analyser plus tard. Donc ça, c'était vraiment une demande forte pour pouvoir prévenir et prévenir ces symptômes et complications. Et ensuite, d'autres choses vraiment importantes qui sont sorties, c'était
un fort désir de pouvoir faire confiance en un système numérique. Pourquoi? Principalement parce que vous avez un gros manque de confiance en fait envers le système de santé. Donc c'était quelque chose d'assez fort qui est revenu. Sinon, une chose qui est très pertinent aussi pour cette session, c'est l'aspect invisibilité, c'est-à-dire discrétion du système. Les personnes ne voulaient pas utiliser quelque chose qui vont leur rappeler qu'elles sont malades, et quelque chose qui peut vraiment se fondre dans leur environnement de vie normal. Et vous allez comprendre pourquoi on a fait un chatbot. Oui. Ok, ouais, pour en prendre une. Et dernièrement, l'aspect simplicité d'utilisation, qui est aussi un aspect vraiment intéressant et vite à prendre en compte. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, comment on a pu faire tout ça? Ben, simplement en utilisant ce qui existe déjà, soit par exemple des modèles de crowdsourcing qui sont des techniques de collecte et d'analyse de données de la foule, donc de données qu'on peut censer un peu partout, y compris, par exemple, oui, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application qui permet de traquer les radars, donc, en l'occurrence, mais toutes ces techniques, en fait, sont utilisables partout. On peut juste les appliquer à d'autres aspects. Par exemple, pour faire de l'auto-soin, on peut imaginer très facilement d'avoir un système qui va collecter quelques données et en fonction de ces informations, fournir par exemple un médicament à l'intérieur de l'heure, par exemple, automatiquement. Et, et en fait, c'est parce qu'on a créé donc des bases pour pouvoir faire ça, qui maintenant ont la forme de ce chatbot qui est Trevor. En gros, c'est un compagnon avec lequel les patients peuvent discuter à leur téléphone, mais en fait, si vous voulez, c'est comme un contact dans leur application de messagerie, donc c'est vraiment hyper discret. Et elles peuvent partager beaucoup d'informations médicales, mais aussi socio-économiques, d'informations liées à la connaissance des patients pour faire une évaluation de la connaissance des patients sur la maladie. Pourquoi? Pour faire à partir de là une redirection vers des conseils, par exemple, qui peuvent les aider à mieux être autonomisés. Il y a un gros aspect communautaire où les patients peuvent avoir accès à des capsules éducatives qui ont besoin, apprendre des autres personnes affectées ce qui fonctionne bien pour éviter les symptômes et complications. Ils peuvent aussi se situer leur niveau par exemple d'autonomisation par rapport aux autres personnes de la communauté de patients et vraiment apprendre en fait ce qu'il faut faire, pourquoi il faut faire ça et comment ensuite mettre en place ces nouvelles habitudes si elles sont nouvelles en étant le plus possible en fait aidé par la communauté de patients. Et donc, il y a aussi une communauté de pairs aidants, patients pairs aidants qui peut être là pour si vous voulez, pour faire un peu du coaching ou du mentorat, par exemple. Il y a plein de choses, je ne vais pas tout montrer aujourd'hui. Ce qui était, je pense, spécial aussi, peut-être utile pour vous, c'est ces aspects ouverts, en fait, de sciences ouvertes et technologies ouvertes. Pourquoi? Parce que, en fait, ça veut dire que tout le monde pourrait réutiliser ce genre de système, et juste la technologie a des besoins particuliers. Mais en gros, le Canva est là. Par exemple pour le programme éducatif, par exemple pour les données, c'est basé sur les techniques opératives de santé. Euh, et, euh, et ça, c'est aussi un critère intéressant, mais ça, c'est plutôt mon côté informaticien médical, où on veut avoir une capacité de réutiliser les informations et de les interpréter. Donc pour ça, on a mis en place ce dispositif de collecte de données et d'analyse basé sur des standards qui sont reconnus et utilisés. Voilà, fin de référence. Et on continue à discuter. 7 minutes, c'est juste. Merci. La question que je posais, c'était l'interopérabilité. Il y avait une question sur l'interopérabilité des données hospitalières en Suisse. Et ma question à moi portait sur
c'est vrai que c'est très important d'utiliser les classifications internationales existantes et de réutiliser les données collectées. Vous dites que ça, c'est de l'informatique médicale, mais c'est même de l'éthique, hein. En théorie, on ne doit pas collecter des informations si elles ne sont pas utilisées à des fins de recherche ou d'utilisation encadrée. Mais en plus, si on peut les réutiliser, c'est encore mieux, parce qu'on ne gaspille pas de l'information collectée. Et moi, je disais donc, comment vous faites pour coder avec les classifications internationales? Est-ce que c'est de prendre l'information qui est donnée par les patients sous forme de texte, et puis derrière, vous allez utiliser soit du text mining ou du machine learning enfin, du natural language processing pour transposer dans des codifications? Est-ce que vous le faites, est-ce que les gens doivent choisir dans des listes de code? Est-ce que vous retravaillez les données derrière avec des codeurs? Donc là, en pratique, comment vous faites? Plusieurs aspects en fait. Premièrement, a priori, donc on va coder les données techniquement, donc en mettant l'interopérabilité technique. Et, ici c'est du Fire. On peut faire semi-automatiquement, certes. Là, j'utilise Louis, un UNLP qui permet en tout cas d'avoir comment dire, une classification générale des données qui sont générées. Par exemple, on sait que c'est par un médicament, on sait qu'on parle d'une procédure médicale, etc. D'accord. Donc ça classe déjà dans des grands groupes. Oui, si nécessaire. Mais la plupart du temps, on fait quand même a priori et manuellement avec des experts cliniciens et patients. En fait, sachant qu'on sait ce qu'on va récolter, le type d'information qu'on va récolter, on peut le classifier déjà en utilisant techniquement le standard d'HL7 et IHE. Et pour la sémantique, ben, là, c'est Axnomed. Et on peut, en fait, on peut choisir entre 0 et plusieurs types d'interprétations possibles pour une information précise. Donc, et vous dites on code avec les patients, c'est-à-dire que les patients sont là avec vous pour déterminer les codes. Chaque semaine, on a des meetings avec les patients. Donc les patients sont inclus dans le projet complètement. Ouais. Et vous parliez de jeu. Le jeu là-dedans, il se situe où? Parce que ça, c'est. Vous dites, c'est plutôt communautaire. Oui. C'est l'auto-motivation, enfin la motivation, c'est un groupe. D'où, y compris en fait, c'est les aspects éducatifs où les patients sont assez preneurs en fait de partager leurs connaissances et leurs conseils, leurs expériences, ouais. Et la motivation est quand même assez intrinsèque dans ce cas-là, parce que en fait, les gens qui ont souffert de la même chose et qui veulent éviter que les autres fassent des erreurs. On n'a pas tellement besoin en fait. D'ailleurs, ils m'ont même dit précisément, on s'en fiche un peu des aspects vraiment de jeu pur. Pourquoi? Parce que la motivation est ailleurs. Donc, et c'est ça qu'on a aussi favorisé dedans. Donc l'aspect entraide, l'aspect comparaison. La création d'une communauté autour d'une pathologie. C'est vrai qu'avant, on était surtout sur des blogs ou sur des forums. Et là, je suis impressionnée par le fait de parler aussi d'utiliser des applications qui finalement collectent de l'information autour de vous, environnementale. Ça, c'est assez. Ça, on peut le faire juste. C'est assez facile en fait. C'est quand même pas mal de. Bon, je suis biaisé, mais il y a pas mal de capteurs un peu partout et de données ouvertes, ça peut être un accès, ouais. Et après, on peut juste les corréler avec, par exemple, là où se trouve la personne. Mais par contre, normalement, vous voyez, sur la fonction, par exemple, sur l'iPhone, il y a une fonction où on peut déterminer qui autour de vous a un appareil identique. Ouais. Et puis, on peut imaginer qu'on peut savoir ce qu'il fait, où il va, ce qu'il mange, etc. Mais d'un point de vue légal, est-ce qu'on a le droit de collecter cette information? Si les personnes consentent, oui. Mais par contre, moi, je ne vais pas ajouter les données de téléphone. Par contre, les données, par exemple, météorologiques ou de pollution, etc. Ça, vous devez le faire au cas par cas, vous faire des demandes d'utilisation des données. Utilisation, on peut le recherche là. Mais sinon, voilà. Et aussi, c'est aussi une demande, après, une demande, une des premières demandes, c'était l'aspect confidentialité, où les patients voulaient, ont demandé en fait que ça soit juste anonyme, tout simplement. Donc, on ne sent juste pas en fait de données qui pourraient être défiantes.
Donc, je dois respecter les critères. Par définition. Il n'y a pas le nom, le prénom, Non. la date de naissance, tout ça, c'est pas accessible. Non, on a pas, on peut, moi, je peux pas y avoir accès. Par contre, le projet de recherche, d'ailleurs, on pourrait. En fait, après, il donne le contrat de nom. Consentement individuel. Ouais. D'accord. Et, au fond. Mais non, je sais pas. Je peux même pas savoir si on a quel truc, on pourrait pas faire. Et il y avait d'autres questions, Marina, non? Non. Moi, je vois, c'est extrêmement intéressant en termes communautaires, ça c'est sûr. Je pense que vous pouvez aussi exporter à peu près dans n'importe quel pays. Ouais, oui, l'idée, Francophone, francophone pour l'instant, oui, mais après, l'intérêt de la santé globale, c'était justement ça, c'était de voir comment faire des outils qui vont fonctionner pour les personnes déjà bien réalisées, pas beaucoup de moyens. D'où un chatbot. Je peux aller faire une application qui demande d'être téléchargée, qui prend beaucoup de ressources. et qui est payante. Aussi. Donc là, c'est téléchargeable actuellement Il faut avoir, pour l'instant, sur Telegram, il faut avoir Telegram pour l'application de messagerie. Puis on peut... Il y a une question? Oui, il y a Monsieur Marquez Vidal qui demande comment assurer la pérennité des apps. Ça, je vous laisse répondre. Là, je dirais qu'il faut surtout soit des communautés de personnes qui peuvent maintenir les applications. Donc, ça veut dire qu'a priori, on aura mis ça en open source. Et sinon, sur des sous. Surtout, à mon avis. Là, vous pouvez commencer par les conçus. C'est envisagé? Oui. Qu'il y a un projet une Suisse derrière ou, On va s'en déclarer si vous voulez. Participer. Mais oui, donc là, on peut très bien voir l'application à plein d'autres niveaux. Moi, je trouve intéressant aussi l'approche bottom-up. Hein, Oui. parce on a vraiment l'habitude de faire du top-down. On se dit, on fait une belle revue de la littérature, on met tous les outils qui paraissent pertinents et qui ont un haut niveau de preuve. Et puis après, on regarde si les usagers sont intéressés par ça. C'est vraiment l'inverse. Et d'ailleurs, aussi, même pour InnoSuisse, on est pas plutôt vers des modèles de type coopératif, des modèles business type coopératif, pour que ça puisse rester, pour que donc, la propriété puisse rester au sein des comités de poissons. Ouais, bon, il y a de quoi faire, je pense. Parce que c'est bon. C'est bon, merci. Désolé d'avoir beaucoup parlé. Non, c'est parfait. On vous remercie beaucoup, Aurélie et David. J'avais Zachary dans la tête, alors ça va pour votre présentation. Et puis, je pense que vous avez des coordonnées qui sont à disposition si vous voulez être contacté pour discuter, par exemple, de mise en place de chat, soit pour la formation, soit pour l'accompagnement des patients chroniques. Et puis, merci d'avoir assisté à ce colloque aujourd'hui. Bonne journée.